Bonjour, nous sommes sur la chaîne Perdition idéologique. Nous allons continuer notre discussion avec Alexandre Rifai, que vous avez déjà vu dans le premier volet de cette émission. Il va nous parler de la situation actuelle en Syrie et nous livrer son analyse. Si vous trouvez que le contenu de cette chaîne mérite d'être diffusé, n'hésitez pas, likez, partagez, parlez-en à toutes vos connaissances. Rebonjour Alexandre. Rebonjour. Nous continuons notre discussion avec vous. Je suis ravie de vous avoir comme invité de marque aujourd'hui et c'est à vous de nous raconter comment vous voyez les choses qui se passent en Syrie. Peut-être avant de parler de la situation actuelle que vous êtes tout à fait à même d'analyser grâce à votre expérience personnelle et puis aussi peut-être à l'expérience d'analyste, je voulais vous poser la question suivante. Vous avez quitté la Syrie dans les années 80. Comment elle était la série du père Assad? Oui, c'est le père. C'est le père donc Hafez el-Assad quand il quittait la Syrie. Le régime d'Assad, c'est un régime des dictateurs, bien sûr, qui en fait, en réalité, donc a mis en place un système presque à la roumaine, Ceausescu, donc d'une société surveillée, une société maîtrisée, et donc bien sûr aucune comment dire opposition ne pouvait espérer s'opposer à cette politique. C'est un régime donc sanglant, on peut dire le mot sanglant. C'est un régime qui était quand même inspiré, je dirais même conseillé, par un certain, on dit, par un certain Alois Brunner, un ancien nazi, qui avait trouvé refuge d'abord en Égypte, je crois, ou au Liban, je ne sais pas exactement, mais qui est venu en Syrie. Il était là avant l'arrivée d'Assad en tant que président de la Syrie. Mais on dit que Assad entretenait une relation très proche avec cet ancien nazi. C'est lui qui aurait inspiré la construction des prisons comme Sidnaya, surtout les méthodes de torture. Et ces prisons qui datent depuis des années 70, elles étaient quelque part construites sous cette influence de cet ex-nazi. Pas que, mais pour vous donner un exemple, jusqu'où il est allé ce dictateur sanguinaire. C'est vraiment le mot sanguinaire. Et là, aujourd'hui, à la télévision, vous voyez les sorties des prisonniers de Sidnaya. Donc, nous, moi, j'étais pas surpris. On savait c'est quoi comme système de torture, système vraiment sauvage. Je pense pas qu'on peut trouver ailleurs dans le monde de notre époque. Des gens qui restaient 40 ans dans la même cellule. J'ai vu des femmes qui étaient là, emprisonnées. Elles savaient même pas où elles étaient, comment elles s'appelaient. C'était aussi un régime, donc cette partie dictatoriale, mais surtout c'est un régime qui a fondé toute son infrastructure de torture, d'oppression et de dictature sur la cause palestinienne, sur l'honneur de la nation arabe. C'est qu'en fait, en réalité, on nous disait, en fait, il bâillonnait son peuple en disant notre combat ultime, c'est la libération de la Palestine, c'est l'honneur de sauver l'honneur de la nation arabe. Oui. Parce que la Palestine était considérée comme la terre arabe. Oui. Donc c'était une cause nationaliste, pas une cause islamique, ou les deux. Les deux. C'est une cause nationaliste pour la Syrie. Puis à l'époque, il n'y avait pas cette notion islamiste. Je crois qu'Hafez el-Assad disait que les Palestiniens, ce n'est pas un peuple en soi, ils font partie de la nation arabe. Oui, ça c'est... Non, par contre, non, il disait, jamais vous entendrez ça de sa bouche. Pour eux, les Palestiniens, c'est un peuple.
Donc, ils vont dire, et, mais effectivement, donc c'est une cause nationaliste dans le sens où Israël, l'existence d'Israël, en fait, même si c'est sur la terre de Palestine, c'est quand même une cause nationale arabe dans le sens que Israël a été planté dans le pays, dans le Moyen-Orient, contre les Arabes, contre les musulmans. C'est même pas une question de légitimité juive, c'est même pas une question de même d'impérialisme uniquement. Non, non, c'est pour contrer, pour détruire l'histoire arabe musulmane, etc. C'était vraiment ça, et c'est ça la contradiction que je disais tout à l'heure, c'est un régime laïque, mais en même temps on utilisait l'histoire musulmane, l'histoire de l'islam, l'honneur de l'islam, en tant que, voilà. Ce que je voulais dire par là, en fait, c'est que ce dictateur a bâillonné le peuple syrien, on parle que de la Syrie, avec cette cause palestinienne. Et encore une fois, il ne parlait même pas de Golan. On parlait jamais de Golan. Il aurait pu parler de Golan, mais il parlait uniquement de la Palestine. 80% du budget syrien était destiné au ministère de la Défense, à l'armée, à la guerre. Mais pour quel résultat? Et vous avez donc 20% du budget syrien au reste, au développement économique, à l'éducation, etc., etc. Donc vous avez une dictature qui dit toute la richesse du pays, on va le faire pour libérer la Palestine. Pour quel résultat? Ils n'ont même pas libéré, ni libéré, ni rien du tout. À chaque fois, ils ont fait une guerre, c'est eux qui ont perdu. Et quelque part, donc cette dictature syrienne, elle bâillonnait son peuple avec la cause palestinienne. C'était un mensonge, c'était un prétexte, c'était des rhétoriques. Et en réalité, le père, donc moi j'ai vécu mon enfance, je n'ai pas vécu sous l'heure de Bachar le fils, parce que j'étais déjà enfant. Mais Bachar le fils, il a, on va dire, tel fils, tel père, c'est qu'il a continué l'horreur de son père. On aurait pensé qu'il était moderne, plus moderne. Il a fait ses études en Londres. On aurait pensé que, ayant vécu en Occident, il aurait pu changer. Ce qui, d'ailleurs, beaucoup pensaient, hein, quand il a pris le pouvoir en 2000, il pensait qu'il allait moderniser la Syrie du point de vue politique. Et d'ailleurs, à l'époque, début des années 2000, on parlait du printemps de Damas. Printemps de Damas, c'est lui-même, il disait qu'en réalité, il allait libéraliser le pays. Il a libéralisé le pays du point de vue économique, hein, il y a eu une ouverture économique assez importante. Mais quand, petit à petit, cette libéralisation de l'économie syrienne demandait plus, parce que les gens voulaient une libéralisation civile de la politique. Là, donc, c'était pas possible. Il y a eu plusieurs tentatives. Ça a commencé en 2010, 2011, la révolution même. On n'en parle pas. Il y a eu des tentatives. Il y a eu des gens qui étaient en prison avant. Et donc, voilà. C'était ça, la Syrie. Donc, pour moi, Bachar, et c'est comme son père, il est pire même, parce que, déjà, il est beaucoup moins intelligent que son père, beaucoup moins stratège que lui. Il n'a pas l'épaule. L'autre, il était militaire. Il était, tout le monde savait, il était dictateur, mais tout le monde craignait Hafez el-Assad, parce on savait qu'il avait donc une stratégie, il avait une politique, il savait où il voulait aller. Bachar n'avait rien de ça. Il est encore pire, là où son père a tué 30 000 personnes en 82, 30 000 personnes d'un seul coup, Bachar, il a tué 600 000 presque, voire plus, parce que là, aujourd'hui, on commence à voir le compte, il y en aura beaucoup plus. 600 000, donc. Dont les Palestiniens, de Yarmouk. Bien sûr, dans les Palestiniens, et donc, par rapport, justement, merci de me tendre cette perche, j'ai oublié, parce que c'est hyper important ce que vous dites par rapport à Hafez et comme Bachar,
nous brandissait la cause palestinienne comme cause nationale, pour laquelle on s'est privé, on s'est appauvri, pour laquelle on nous a imposé une dictature en Syrie. Et en même temps, les Palestiniens en Syrie, comment ils vivaient? Ils étaient méprisés, ils vivaient dans les bidonvilles, on leur donnait aucun droit civique, ni de vote, ni de propriété. Un Palestinien avait beaucoup de mal à acheter sa propre maison. Il n'avait pas le droit à faire tous les travaux, tous les métiers, comme le juif d'ailleurs. Le juif n'avait pas le droit, mais le juif c'est encore pire, bien sûr, il ne faut pas du tout comparer. Mais les Palestiniens n'avaient pas le droit non plus, n'avaient pas le droit à la citoyenneté. Moi, mon neveu, mon propre neveu, c'est-à-dire l'ex-mari de ma sœur, est à moitié palestinien. C'est-à-dire, sa mère, à lui, est italienne. Enfin, elle est européenne, on va dire. Donc, le père de mon neveu est moitié palestinien. Ce qui fait que mon neveu, moi-même, à moi, il est un quart palestinien. Un quart, parce que sa mère est syrienne. Et malgré tout, il est palestinien, il est considéré palestinien, il ne connaît rien de la Palestine, et on lui donne même pas les papiers syriens. Il pouvait pas ni élire, enfin, il était palestinien, il y avait un papier palestinien. Alors qu'il est né en Syrie, encore une fois, de père à moitié palestinien. Malheureusement, mon neveu est mort par Assad, il a été tué par Assad, et pour la Syrie. Il n'est pas mort pour la Palestine, il n'est pas mort pour la côte palestinienne, il est mort pour la Syrie. Et dans les statistiques, il n'est même pas considéré syrien. Il est considéré palestinien. Et donc, vous voyez, ce régime qui prenait la défense des Palestiniens, comme vous l'avez dit, le Yarmouk, il a affamé des Palestiniens. Non seulement il a rasé le camp, qui n'est pas d'un camp d'ailleurs, c'est un quartier, on appelle camp, mais c'est un quartier, il l'a affamé. Il a affamé les Palestiniens, et en même temps, vous trouvez Bachar qui défend les Palestiniens de Gaza, et lui, il a fait encore pire. Donc, vous voyez, ce thème de la cause palestinienne, donc, voilà. Quoi vous dire d'autre par rapport... Ça ne gênait pas les gens, quand même, les faits sont contradictoires. On parle de la cause palestinienne, d'une main, et de l'autre, on les affame, on les tue, on les sacrifie, on leur donne pas de droits. Comment ça a été perçu? En fait, pour les gens, il faut pas généraliser, mais pour la plupart des gens, la cause palestinienne est d'abord, malheureusement, je le dis toujours, c'est plus une haine et un rejet de juifs que défense de la Palestine, des Palestiniens. C'est pareil partout. Donc, d'accord. Donc ça, c'est... Et pour eux, donc la Palestine, c'est une terre arabe, donc c'est pas du tout, on peut pas accepter, et surtout, c'est le deuxième ou troisième lieu saint de l'islam, donc il y a cette valeur religieuse qui est importante. Et donc, effectivement, non seulement, comme je disais, il ne contestait pas le fait que les droits palestiniens civiques, je parle de droits civiques, ne sont pas respectés. Je vais encore plus choquer que même la société syrienne de la rue méprisait les Palestiniens. Moi, ma sœur, quand elle s'est mariée avec un moitié palestinien, les gens disaient, comment vous avez marié votre sœur à un Palestinien? Pour vous dire qu'en fait, cette société est dans l'endoctrinement, d'accord, mais aussi surtout dans l'hypocrisie. C'est-à-dire, on va mépriser les Palestiniens, mais en fait, on va leur défendre leurs droits. C'est pour ça, je le dis, ils ne sont pas animés par les droits des Palestiniens, ils sont animés par la haine des Juifs. Et tant que cette haine des Juifs et cette haine d'Israël persiste, il n'y aura pas de changement. Mais alors, parlons maintenant de ce qui s'est passé. Il y avait quand même une résistance. On lit dans la presse occidentale, on parle des rebelles.
pour parler des islamistes, en fait, encore pire peut-être, mais c'est vous qui direz que ce que c'était le régime d'Assad. Donc on parle de l'armée d'Al-Jolani. Oui, Jolani, ça veut dire celui qui vient des Golans, justement. exactement. Voilà. Et donc on a vu qu'après la chute de ce régime, il y avait la joie totale dans le monde entier. Les réfugiés syriens étaient très joyeux, etc. Euh, mais quand on regarde qui est venu pour prendre le pouvoir, en fait, c'est ceux qui représentent dans leur idéologie l'État islamique, le Daesh, enfin les pires exactions et la pire idéologie qui a été poussée jusqu'au paroxysme par les Bien idéologues sûr. des frères musulmans. Donc, qu'est-ce que c'est que ces rebelles? Contre quoi ils se sont rebellés? Est-ce que vous pourriez nous fournir votre analyse? Alors déjà, Al-Jolani, c'est un surnom qu'il a pris Ouais. lui-même, donc parce qu'effectivement, il vient du Golan. Lui-même, sa famille, il vient du Golan. Ce sont ce qu'on appelle les réfugiés du Golan, qui venaient vivre à Damas après la guerre du Kippour, même après la guerre de 67. Et c'est pareil, comme les Palestiniens, eux, c'est pareil, je suis désolé de le dire, ils étaient méprisés dans la société syrienne. C'est des réfugiés, donc c'est pas une sorte de racisme, mais c'est une sorte de mise à l'écart, voilà. Donc lui, il faisait partie de ces gens-là. Par contre, il faisait partie d'une famille très riche de Damas. Il vivait dans les quartiers le plus réputé, le plus résidentiel. Il avait beaucoup d'argent. Sa famille vient, même son père travaillait avec Bachar, mais qui a été aussi écarté par la suite le père, et lui, il n'aurait pas accepté de gérer cette mise à l'écart. Donc il avait décidé, au moment de la révolution syrienne, de s'engager auprès de Daesh, auprès d'Al-Qaïda, etc. On connaît l'histoire. Alors moi, pour revenir sur mon analyse, moi, le 8 décembre, le jour de la chute de Bachar, oui, il y avait de la joie. J'étais joyeux dans le sens, j'étais surtout incrédule dans le sens où je ne croyais pas ce qui se passait. C'est-à-dire, vous avez une dictature, comme je disais, de plus sanglante, qui est là depuis 54 ans, qui est tombée en 11 jours, top chrono. On voyait l'avancée des rebelles, on disait, mais c'est pas possible, il va les arrêter à un moment donné, mais non. Tout est s'écroulé comme une carte de sable. Rien ne résistait à ces rebelles. Pour moi, donc, il y avait la joie, une joie revancharde dans le sens, déjà, mon neveu est mort par ce régime d'Assad, par les millions de gens qui ont été déplacés, par les tortures. Donc, vous pouvez que être joyeuse dans ce moment de libération, entre guillemets. Et surtout, vous dites, moi, je faisais partie des gens qui disaient, jamais Assad ne tombera. Pour moi, c'était impossible. C'était impossible. Jusqu'à maintenant, des fois, je n'y crois pas. Je dis, comment c'est possible? Donc voilà, cette joie, moi, je la comprends des Syriens. Mais tout de suite, moi, j'ai mis des réserves. J'ai mis des réserves parce que je ne voulais pas remplacer la dictature Assad, qui est la plus sanglante, la pire des dictatures, par des islamistes qui étaient quand même pas rien. Ex-membres de Daesh, d'Al-Qaïda, rappelons-nous, n'ayons pas la mémoire courte, en 2016, 2015, c'est même Daesh, c'est même Al-Qaïda, qu'est-ce qu'ils ont fait à la Syrie? Ils égorgeaient les gens, ils détruisaient le patrimoine syrien, Palmyre en est l'exemple, ils cassaient les statues du patrimoine syrien ont résisté à 14 siècles de présence musulmane. Jamais un musulman n'a cassé une statue de Palmyre, ni les temples de El, qui étaient là depuis plus avant l'islam, personne ne l'a détruit. Il a fallu que Daesh et Al-Qaïda arrivent pour dire c'est contre l'islam, on va tout détruire. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de
sauvage, de quelque chose qui n'est pas du tout justifié. Et donc on oublie ça, donc ces rebelles viennent de ça. Alors, moi, j'ai beaucoup, donc ça m'a beaucoup interpellé, j'ai résisté, j'ai dit non, mais moi je veux pas de ces islamistes, j'ai parlé beaucoup avec des Syriens, et en réalité c'est vrai, il n'y a pas que des islamistes dans ces rebelles, me disait-on, il n'y a pas que des islamistes, il y a d'autres factions. Je disais pourquoi pas, on va attendre. Donc au début, je me disais pourquoi pas, on va voir. En réalité tout de suite, j'étais tout de suite, encore une fois, contrarié, en me disant mais non, mais on va attendre quoi? En fait, quand ils sont arrivés à Damas, ils ont scénarisé leur arrivée par ce qu'on appelle, j'appelle, c'est vraiment des éléments de communication à l'islamisme. C'est-à-dire, quand ils sont arrivés à Damas, ils ont parlé de conquête des conquêtes de Damas. La conquête de la mosquée la conquête de la mosquée Omeyyade. Al-Aqsa, ça, c'est après, ils ont Oui, dans leur projet, oui. voilà. Non, Ouais. mais ensuite, le maire, il avait fait une vidéo en disant, Ouais. aujourd'hui on prend Damas et demain demain, ce on prend sera Al-Aqsa. Al-Aqsa. Mm. Et donc, ils ont scénarisé à l'islamisme leur arrivée, leur prise de pouvoir. Donc c'est inquiétant. On voyait tout de suite arriver, ils priaient par terre avant d'arriver à Damas. Ils priaient par terre, etc., etc. On voyait aussi les islamistes s'emparer de lieux, des barbus. Donc c'est des milices de ex-Al-Qaïda, c'est pas rien. Donc on voyait l'élément islamisme quand même s'emparer des symboles de l'État syrien, de symboles de l'État syrien. Ça pose un problème. Encore plus grave, c'est qu'ils ont dit que bon, c'est une période de transition. On va appeler à une conférence nationale qui regrouperait toutes les oppositions. Sauf en fait, ces rebelles islamistes ont pris tout le pouvoir. On ne sait pas, parce que il devait être la conférence nationale au mois de mars 2025, il a encore reporté à une date indéterminée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce sont des islamistes qui gèrent les affaires syriennes. Ce sont les islamistes qui gèrent cette période de transition. Ce sont les islamistes qui gèrent cette conférence nationale qui regrouperait toutes les oppositions. C'est-à-dire, il a le pouvoir de dire, toi tu viens pas. Donc, c'est où la cohérence? C'est pas de pluralisme, c'est aussi un contrôle. C'est un contrôle de l'élément de l'administration syrienne et de mise sous couleur islamiste. Ils ont commencé à modifier les programmes scolaires. Ils ont commencé, bien sûr, ils ont supprimé, par exemple, dans les cours de l'histoire, ils ont supprimé la notion à la reine Zénobie. La reine Zénobie, qui est la reine de Palmyre, c'est un peu, on nous dit, c'est un peu la fierté syrienne, c'est un peu le Nefertiti de la Syrie, c'est une reine, etc. Et donc, ils ont supprimé son nom. Ils ont supprimé le nom, l'existence de cette reine comme si c'était une urgence absolue. Ils ont changé de programme, ils ont mis, maintenant, dans toutes les communications, il y a Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est-à-dire au nom de Dieu, miséricordieux et je ne sais plus quoi. C'est islamisé les communications officielles, les documents officiels. Jamais dans la Syrie d'Assad, les documents officiels mentionnaient cette mention. Jamais. Le journal télévisé, je me rappelle les premiers jours de regarder le journal télévisé de la Syrie, les présentateurs commençaient par dire la même chose. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Jamais dans la télévision d'État syrienne officielle de la propagande d'Assad, on commence le journal au nom de Dieu. Jamais. Donc cet élément islamiste est bien présent et inquiétant. En même temps, sous la pression internationale, sous la pression aussi des pays arabes,
cette administration, je ne vais pas appeler un régime, parce que pour l'instant, on n'a aucune légitimité pour être un régime, c'est une administration, ne cesse de souffler le froid ou le chaud. Montrer qu'ils sont modérés, montrer qu'ils sont pluralistes, montrer qu'ils ne sont pas ceux qu'on croit. Et donc, on voit des choses qui s'améliorent. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis le premier à dire comment c'est possible. On voit des manifestations en Syrie contre les islamistes. Ils ne sont pas accueillis par des tirs de feu. Ils font leurs manifestations. Ils disent on veut un État laïque. Ils disent on veut un État pluraliste. On dit qu'on veut la démocratie. Ils descendent dans la rue. Ils ne sont pas peu nombreux. Ils descendent. La société syrienne, la société civile syrienne est dynamique. Elle a été bâillonnée 50 ans par Assad. Et je dirais même, la Syrie a pu survivre à cette dictature sanglante. J'espère que la société syrienne pourra aussi survivre aux islamistes. Et donc, aujourd'hui, on ne voit pas... Il y a même des gens qui étaient dans le fief de Assad qui étaient tout de suite mis en prison. Hier, j'ai appris leur libération. Donc, cette administration islamiste essaye de donner des signes d'ouverture. Alors moi, je dis, si je dois être naïf, je dis, waouh, c'est magnifique. Il y a beaucoup de des camarades syriens en France qui le disent, et moi je comprends pas qu'ils le disent de cette manière aussi. Et en même temps, moi je lis des articles en syrien, en arabe, qui disent des rencontres avec ce monsieur Al-Jolani, par exemple par rapport à la notion kurde. Donc vous voyez, les Kurdes, ils demandent une autonomie. Lui, il demande le désarmement des Kurdes dans le Nord. Il y a un débat dans la société syrienne par rapport aux Kurdes. Et lui, qu'est-ce qu'il dit à quelqu'un qui vient de le voir? Il le rencontre. Il dit, je suis allé le voir, je l'ai rencontré, c'est quelqu'un de l'opposition syrienne. Il m'a dit, pour le moment, la question kurde, je vais être à l'écoute des Kurdes. Je ne veux pas froisser les Européens et l'Occident. Parce que si je fais une politique contre les Kurdes, ça pourra donc amoindrir l'aide européenne, l'acceptation des Européens, etc. Donc vous voyez, il y a une certaine tromperie, une certaine, quelque part, une manière de montrer autre chose. Est-ce que c'est sincère? C'est signe de modération. Est-ce qu'aujourd'hui, quand il reçoit les Européens, comme notre ministre des Affaires étrangères, la ministre allemande à qui il n'a pas serré la main, et 2-3 jours après, l'Allemagne qui accorde 50 millions d'euros d'aide à la Syrie. Donc, ils sont obligés de faire en sorte que moi, j'ai beaucoup travaillé sur le discours d'Arafat dans le temps. Et Arafat, sous, disons, le masque d'une organisation laïque, bien évidemment, qui a été fondée à la fois par le KGB, mais aussi par les frères musulmans, parce qu'il faut pas oublier qu'Arafat était frère musulman. Il tenait le fameux double discours dont les Européens ne sont pas très au fait quand ils s'y intéressent pas. Et donc Arafat disait une chose à l'Occident, mais on sait très bien qu'un arabe disait tout à fait autre chose. Exactement. Mais même pas un arabe, parce que lors de la signature des accords d'Oslo, il a dit bon, ok, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais pour nous c'est comme les accords de Hudaybiya. On va attendre quand le moment de notre force viendra et on en finira avec ces juifs et ces autres. Oui, bien sûr. Voilà, donc ça c'est le discours du frère musulman typique.
Tout en sachant et pas que les frères musulmans. bien sûr. Malheureusement, ce discours est présent beaucoup dans, Oui, évidemment, dans la société arabe. bien sûr. Simplement, il était représentant de l'organisation soi-disant laïque démocratique, mais il ne l'était pas. Oui. Et ça, il faut le savoir. Alors, Al-Julani était quand même un des proches d'Abou Bakri, donc c'était quelqu'un qui était formé dans cette idéologie, laquelle idéologie a pour but le califat mondial. C'est-à-dire que les frères musulmans disent toujours on a tout le temps du monde, on va attendre. Donc même si on donne des gages à ceci et à cela, en fait, Djoulani, on le voit reloqué, comme disait Kepé, mais Arafat aussi est reloqué par le KGB, et ça on le sait très bien. Donc à quel point peut-on vraiment se fier à ces discours et faire confiance à ce régime particulier qui est en train de s'installer? Quelle est votre analyse? Je vais vous donner aussi un exemple, c'est qu'aujourd'hui, vous avez le même régime, là, hier, Djoulani, en fait, l'administration de Djoulani a déclaré vouloir reprendre les relations diplomatiques avec l'Iran. Ils ont combattu Assad, ils ont combattu la présence iranienne. Hezbollah, quand même à 3, donc surtout l'Iran qui a soutenu Bachar al-Assad depuis des années, ils ont tué des centaines, des millions de Syriens. Et maintenant, il veut reprendre les relations avec l'Iran. En fait, quelque part, bon, déjà, je vais vous dire, cette demande a été faite par le Qatar. Le Qatar, pas la Turquie, mais par le Qatar. Parce que le Qatar était le premier à reconnaître cette administration syrienne, les islamistes. Et ils ont déclaré qu'il l'a reçu, je vois très bien la vidéo où il l'a reçu, et Djoulani lui répond au ministre qatari. Le Qatar va être le premier investisseur, nous invitons le Qatar à être le premier investisseur de la nouvelle Syrie. En échange, donc, on imagine en échange de quoi? Donc, de cette reprise de la présence, de l'acceptation, de retour des Iraniens en Syrie. Un pouvoir qui a chassé les Iraniens ne peut pas être aujourd'hui parmi ses priorités de dire oh, ok, on va permettre aux Iraniens d'arriver. Au contraire, moi je demanderais si j'étais à l'opposition à sa place, tout de suite des dommages et intérêts, des dommages de même traduire l'Iran pour crimes contre l'humanité, contre le peuple syrien, contre les peuples, les Iraniens, contre les Libanais, etc. Et donc, pour répondre à votre question, moi je pense que après, il y a aussi la notion turque, c'est qu'il ne faut pas oublier que ces islamistes, en partie, pas tous, étaient soutenus par la Turquie, par Erdogan. Et donc, quelque part, l'arrivée de ces islamistes en Syrie, à la tête de la Syrie, c'est aussi une carte majeure pour la Turquie dans sa stratégie de menace contre les Israéliens et dans sa volonté de reprendre quelque part la place des Iraniens. Les Iraniens sont partis. Les Iraniens n'ont plus aucune ni présence, ni influence, on va dire plutôt influence. Ils n'ont plus d'influence en Syrie. Ils ont fui, en fait. Ils ont, avant le 8 décembre, il n'y avait plus aucun Iranien. Ils ont pris des avions, ils sont partis tout de suite. Et donc, leur Erdogan de Turquie, il souhaite quelque part reprendre la place de l'Iran en Syrie, mais pas la place militaire, mais la place, c'est-à-dire du calife. De calife, mais au-delà de la place physique, c'est au-delà de dire je suis devenu le phare de la cause palestinienne. C'est moi qui défends à partir de la Syrie. Et donc, pour moi, c'est aussi une menace contre Israël. Parce qu'aujourd'hui, c'est un régime allié d'Erdogan qui est à la frontière d'Israël. Et donc, oui, moi je pense qu'il faut se méfier de ce régime. En même temps, je suis moi-même interpellé du va-et-vient qu'il fait. Hein. Mais, comme vous l'avez dit,
ne doutons pas de la nature des islamistes. Ce sont des islamistes ex-Al-Qaïda. Donc, s'ils ont changé, on verra bien quel régime, quelle conférence, comment les élections vont se passer, s'ils se contentent à un rôle politique parmi la mosaïque syrienne, que c'est ça la clé, c'est ça l'indice, qu'ils acceptent cette mosaïque syrienne, mosaïque culturelle, mosaïque civile, pas uniquement mosaïque religieuse, parce que la Syrie, c'est pas l'Iran, la Syrie, c'est pas l'Afghanistan, encore une fois, même si mes amis iraniens, je les adore, mais la Syrie n'est pas l'Iran, la Syrie n'est pas l'Afghanistan, et donc, oui, si ils arrivent à être une force politique parmi les autres, dans ce cas, on dira oui, il a changé, mais aujourd'hui, il n'y a pas la preuve, j'ai même la peur, j'ai la crainte que c'est un jeu c'est de la duplicité quelque part pour moi. Je n'y crois pas. J'aimerais bien me tromper pour le bien de la Syrie. Voilà, donc il faut être vigilant. Et c'est pour ça que j'en veux à la France, j'en veux à la communauté internationale, c'est qu'ils sont allés trop vite. Aujourd'hui, ils disent bien sûr, on veut garantir la pluralité, la démocratie en Syrie. Mais il fallait être plus ferme tout de suite. Pas d'aide tant que la transition politique ne soit actée, ne soit confirmée. Pourquoi repousser la conférence nationale? Il fallait le faire dans le mois, dans le 2 mois. Là, c'est donc 4, 5, 6 mois, voire plus, j'en sais rien. Et donc là, la communauté internationale aurait dû faire pression pour, effectivement, s'il y avait vraiment un doute, et il y a des doutes, mais pour que le doute soit dissipé. Et la dernière question pour aujourd'hui, on sait que l'Occident est faible, et il a montré ces dernières décennies à beaucoup de pays du monde arabe. On voit toutes les concessions qui sont faites, ne serait-ce que par la France. On voit les liens avec le Qatar. Vous croyez que l'Occident a de l'avenir dans cette peut-être nouvelle configuration du Proche-Orient ou pas du tout? L'Occident, en fait, aujourd'hui, le Moyen-Orient arrive devant deux choix. Quelque part, un choix, deux visions différentes de l'avenir. N'oublions pas qu'avant le 7 octobre, il y avait les accords d'Abraham qui insufflaient de l'espoir et qui ont commencé à parler, entre guillemets, de nouveau Moyen-Orient, Oui. de nouveau Moyen-Orient, avec l'Arabie Saoudite, avec les autres pays qui ont déjà signé les accords d'Abraham. Il y avait un espoir. Aujourd'hui, après le 7 octobre, bien sûr, on dit que l'Iran a provoqué le 7 octobre justement pour détruire les accords d'Abraham. Alors maintenant que l'Iran est vraiment très affaibli, dans la région en tout cas, hein, Hezbollah est anéanti le Hamas. Pas encore complètement, parce que encore il y a des roquettes, encore il tue des Israéliens. Hier, il y a eu 5 soldats israéliens. Donc, il y a encore le Hamas, mais même s'il est très beaucoup affaibli. Donc, on peut espérer qu'il y a un nouveau Moyen-Orient après l'écrasement, l'anéantissement de toutes ces forces islamistes. Peut-être avec l'Arabie Saoudite, avec reprendre, il y a une question, il y a une manière de penser qu'il y a un espoir que peut-être les accords d'Abraham vont reprendre. D'ailleurs, avec l'arrivée de Trump dans une semaine presque, on pense que c'est possible, que Trump va pousser. C'est lui qui a d'ailleurs insufflé les accords d'Abraham, et c'est lui qui va peut-être les raviver et qui fait des pressions sur les Saoudiens et peut-être sur les Israéliens d'une manière ou d'autre, je pense pas. Mais on verrait à nouveau ce Moyen-Orient revivre. Alors, quand vous me parlez de l'Occident, alors l'Occident, ça dépend de qui. Malgré tout, je pense que l'Europe sera peut-être absente. Mais l'Occident, on peut parler des États-Unis. Je pense que les États-Unis auraient un rôle différent, plus bâtisseur. La France, regardez
son rôle, sa position par rapport à Hezbollah, sa position par rapport à Israël. Bien sûr, ils n'étaient pas, je dirais pas que la politique française, elle est contre Israël, mais elle est dans l'ambiguïté totale, oui. Tout à fait hostile, et surtout, ça renforce, elle reprend la rhétorique des mouvements terroristes en parlant de exactement la même rhétorique. Donc la France, son ambiguïté dessert complètement sa position au Moyen-Orient, au nouveau Moyen-Orient, même dans les pays arabes, même en Syrie, même au Liban. Les Libanais n'ont pas accepté les positions de Macron, du président Macron, quand il a dit, quand il ne prononce même pas le nom de Hezbollah, quand il y a beaucoup de Libanais qui sont contre, ils savent bien que le Hezbollah était leur malheur, était leur problème numéro 1 avant les Israéliens. Les Libanais écoutaient tous les matins la radio israélienne. Ils regardaient les réseaux sociaux, Avishai, le porte-parole de Tsahal, en arabe, qui disait, mot à mot, heure par heure, quelle cible Israël va bombarder. Et il disait aux Libanais, ne restez pas dans cet endroit, parce que nous allons le bombarder. Ils écoutaient les Israéliens plus que les Libanais, plus que les Hezbollah. Donc, les Libanais n'ont pas accepté, n'ont pas compris la position du président Macron. Il est complètement à côté de la plaque, complètement déconnecté. Et ils le feront payer à la France dans le sens, c'est pas comme ça que la France va être acceptée ou glorifiée ou je sais pas, respectée, en tout cas, dans le monde arabe. Au contraire, elle est moquée. La France est moquée. Et donc, la place de la France, malheureusement, je le déplore, et la France de l'Europe, quoique pour les Allemands, j'ai l'impression qu'ils sont plus pragmatiques que les Français, parce qu'ils n'étaient pas dans l'outrance, les Allemands. Les Allemands, ils ont fait voter une loi contre le Free Palestine. Je ne sais pas, vous vous rendez compte. Donc, c'est hyper important. En France, on n'est pas capable de faire ça. Ça sera complètement, on est affecté par le palestinisme et par cette haine d'Israël. Et donc, voilà. La France, malheureusement, n'aura pas la place qu'elle souhaite avoir au Moyen-Orient. Elle vit sur ses lauriers en disant, je vais protéger les communautés chrétiennes, et c'est ça l'image qu'elle a la France, que veut protéger les chrétiens. Mais tant mieux, c'est bien, comme je l'ai dit au départ, mais il faut que, au contraire, la France affirme son message universel. Elle le fait pas, elle le fait mal, et voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Puissiez vous être entendu. Merci pour tout ce que vous avez raconté. Merci beaucoup de me recevoir et me donner cette possibilité de m'exprimer à ma manière. Merci. Merci.